infractions dont on parle ces derniers temps sont prévues et punies par la loi. Lorsque vous faites des dépassements qui ne sont pas convenables, lorsque vous jetez les choses par les pare-brises, lorsque vous ne détenez pas les pièces de votre moyen de transport, notamment les véhicules ou les motos, lorsque vous n'avez pas les assurances, vous n'avez pas fait assurance par exemple à votre véhicule, lorsque vous n'avez pas de droit taxi et que vous faites taxi, ce n'est pas normal. Donc c'est des infractions à la loi. Parce que tout ça est interdit par le code routier. Et pourtant, il y a des gens qui le font. Je n'oublierai pas ceux qui ne portent pas de casque, qui roulent sans casque et qui portent des gens qui transportent des gens qui ne portent pas de casque. Autant, toutes ces infractions-là sont prévues et punies par la loi. Nous devons savoir que nous ne devons pas avoir des pneus trop usés sous nos véhicules, parce que si nous le faisons et que ça s'éclate, c'est notre sécurité, il va de notre sécurité et l'État est là pour nous protéger. Donc c'est des actes de protection civile. Et si nous ne le faisons pas, c'est comme si nous démissionnons et ce n'est pas bon. Et donc comprenez que ce que nous sommes en train de dire, c'est dans l'intérêt de tous, c'est des œuvres de salubrité publique et de protection civile auxquelles j'appelle toutes mes populations à adhérer. Il faut que tout le monde sache qu'il doit respecter. Si vous ne respectez pas, ceux qui constatent ces infractions et qui les poursuivent sont là pour faire leur travail. C'est ça, ils veulent démarrer le 1er mars. La police va démarrer des contrôles systématiques partout pour que les gens qui circulent sans assurance pour leur véhicule, les gens qui ne font pas la taxe sur les véhicules, tous ceux-là, qu'on puisse les ramener à l'ordre pour que ceux qui doivent faire, ils puissent le faire. Schéma directeur d'aménagement du département, plan de développement des communes, proposition de fusion, scission et de modification des limites du territoire du département et de celles des communes qui le composent, arbitrage des conflits territoriaux entre les communes. Tels sont entre autres les points inscrits à l'ordre du jour. Nous avons débattu des problèmes liés au pâturage dans nos communes. Vous savez que ça fait beaucoup d'histoire. Nous avons discuté des problèmes d'aménagement du territoire. D'abord les lotissements qui sont en cours, comment ça évolue. Mais nous avons également abordé la question du fonctionnement des conseils de supervision. Parce que les délibérations qui nous parviennent contiennent parfois des points qui ne relèvent pas donc des attributions d'un conseil de supervision. Peut-être c'est le conseil communal, peut-être même c'est des actes de gestion relevant des secrétaires exécutifs. Donc nous avons échangé sur tout ça. Les débats se sont beaucoup plus appesantis sur le point relatif au pâturage, un sujet d'actualité dans la plupart des communes du département. Le problème le plus sérieux que Zéando a, c'est le problème de déplacement des bêtes que jadis nous appelions la transhumance. Nous ne bénéficions pas des fruits du travail que nous faisons. Que la population est à plus de 80% agricole. Nous avons des bêtes qui viennent d'un peu partout. C'est vrai, nous essayons de faire ce que nous pouvons, mais toujours est-il que jusqu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas trouvé le bout du tunnel. Et nous passons par votre canal pour solliciter, pour dire à tous ceux qui voudront bien nous entendre de venir au secours de la commune de Zanyana-Do. Les institutions judiciaires sont là pour tout ça. Les commissariats sont sur les territoires pour répondre, pour nous aider à trouver une solution à toutes ces préoccupations. Notre souhait, c'est que le projet de sédentarisation porté par le procès puisse rapidement arriver à terme pour calmer tout ça. Le préfet a invité les maires à poursuivre leurs efforts dans une parfaite synergie d'action pour relever les nombreux défis de développement de chaque commune. « 24 heures seulement après son opération, cette patiente tourne le dos à la cataracte. Maintenant, là, c'est clair, propre. Une vision claire, un sourire retrouvé.
Motif de satisfaction pour le corps médical, avec à sa tête le professeur Soulé Alamou, toujours en train d'opérer d'autres patients. Je n'ai pas payé un seul franc, je n'ai pas payé. On remercie ONG là, ce qu'il est en train de faire là, que Dieu n'a qu'à leur bénir. Une prière en faveur de Direct Aid, sensible aux efforts du gouvernement dans le secteur de la santé. L'objectif de ce programme est de donner satisfaction à au moins 600 patients par une prise en charge intégrale. Le budget alloué à cette activité est de 44 000 €, soit un montant de 28 820 000 francs CFA. Nous venons accompagner les efforts de l'État béninois dans le secteur de la santé. Il est important d'encourager, de féliciter l'ONG pour ce qu'elle fait. C'est une campagne vraiment salvatrice. Par les statistiques que nous avons, nous pouvons être satisfaits. Il est bien évident que l'État ne pourra pas tout faire seul, malgré les efforts qui sont menés. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec vous qu'il faut encourager les partenariats publics-privés. Dans la Donga, sur 800 patients dépistés, plus de 200 ont subi une intervention chirurgicale. La mission va poser ses valises à Cotonou pour la prise en charge d'autres patients afin que les objectifs de 600 personnes soient atteints. La cataracte, là, c'est comme une lentille de haricot qui est déjà dans l'œil humain. Donc, quand on prend l'âge, cette lentille transparente n'est plus transparente. Elle devient opaque à la lumière. Donc, lorsque nous enlevons cette lentille, on remplace ça par ce que nous appelons un plan qui joue à peu près le même rôle que la lentille, que le cristallin, on peut revoir. Une lentille qui comprend plusieurs parties, une face devant, une face derrière. Et au niveau de la face de devant, il y a une petite membrane que nous appelons la capsule antérieure. C'est cette membrane que nous déchirons, nous coupons pour enlever le noyau. Donc le noyau, il y a une partie postérieure, derrière le noyau, que nous gardons. C'est ça là qui nous permet d'insérer l'implant. Parce que si nous mettons l'implant, ça va tomber dans un vide. Maintenant, cette partie que nous laissons, ça dépend des gens. Au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 3 ans, cette partie peut devenir un peu opaque. Nous appelons ça la cataracte secondaire. Généralement, au bout de 20 minutes, la personne est descendue de table. Si tout se passe bien, il peut y avoir des incidents en péropératoire qui peuvent allonger la durée de l'intervention. En cas de complication, ça peut faire 1 heure. Ili Kimu, dans la commune de Kétou, un village enclavé et frontalier du Nigeria dont la population manque du minimum. Pas d'infrastructure routière, le palais royal vieux de plus de 100 ans est tombé en ruine. Les défis sont énormes et méritent bien une mobilisation générale, d'où cette adhésion des cadres du village à l'idée d'unir leurs forces pour le développement à travers cette première édition de la fête identitaire de Odun Owe. On a vu que Ili Kimu est complètement en arrière. Ili Kimu était un village où, quand on vient en vacances là, c'est la joie. Et on se retrouve sans trop dépenser, demander, sans faire même appel de fonds. Il y a la joie dans le village. Mais aujourd'hui, le village est en train de se teindre. Juste derrière moi, ici, à 5 km, vous avez la voie du Nigeria. 5 km, il y a du goudron là. Vous allez à Edine, 2 km, il y a le goudron là. 3 km, il y a le goudron. La voie que tout savait, bitumée, s'arrête à Edine à 2 km. La voie à Boki s'arrête à Ilara à 3 km. Il me compte juste à 3 km. Ce village mérite mieux parce qu'il faut connecter les axes que tout savait et à Boki pour le bonheur du commerce. Ili Kimu
est également une grande source politique de la commune de Kétou et de notre sous-région en général. C'est avec satisfaction que les cadres du milieu saluent cette première édition des retrouvailles des filles et fils de Ili Kimou. Pour moi, je peux aller à Jakarta, je peux aller à Tokyo, je peux aller à Washington et j'ai été partout. Mais le début de tout et la fin de tout pour moi, c'est Ili Kimou. Parents et amis ont été conviés à une levée de fonds pour lequel les cadres ont fait un plaidoyer, un concours de salubrité, une consultation foraine gratuite sur le diabète, l'hypertension artérielle sont entre autres actions à l'actif de ces retrouvailles. L'initiative entend s'inscrire dans la durée. Le palais royal de Sa Majesté Wezezun Alotiéhou, roi de Bonou, vibre au rythme de divers rythmes et danses traditionnelles. À l'occasion du 14e anniversaire de son accession au trône de Bonou, Sa Majesté Wezezun Alotiéhou sort le grand jeu pour révéler au monde toute la richesse culturelle dont regorge Bonou, une commune hospitalière. Les chefs traditionnels, gardiens de nos traditions, ont su se donner les moyens et stratégies pour préserver notre identité culturelle qui reste la lumière d'une Afrique qui a traversé le temps et l'espace et l'âme d'une Afrique qui continuera d'exister. Dans le banc des invités de marque, le roi central de la vallée de l'Ouémé, le roi Signon, la délégation royale d'Abomey et des touristes venus de l'extérieur. On a retrouvé l'humanisme qui devrait nous habiter au quotidien. On a retrouvé la diversité. On a retrouvé une culture qui nous échappe à nous, martiniquais ou français, quoi. La culture du royaume. Le roi de Bonou, Sa Majesté Odigbé, est un roi à féliciter. C'est un roi qui se bat vraiment pour l'émergence de la tradition. L'une des nouveautés, cette exposition d'œuvres d'art plastique par un artiste du milieu qui a suscité l'admiration. C'est un enfant de Bonou qui a fait les vernissages tout à l'heure, on appelle Pascal Setonti. Donc il fait ça ailleurs, même il voyage sur Chine ou autre. Mais personne ne le connaît ici. C'est la nouveauté. Il y a des gens qui sont, à cause de moi, ils ont pris l'avion depuis Guyane et depuis Belgique et depuis Martinique qui sont là, bon, à côté de la fête. Plusieurs personnalités ont été également élevées au rang d'ambassadeurs de la cour royale de Bonou. Venus de toutes les villes du Sud, ils sont 25 responsables des unités locales de promotion de l'emploi ULPE à prendre part à cette formation. Nous avons initié cette formation-ci pour en réalité vous donner cette capacité de non seulement conseiller les jeunes qui veulent aller à l'emploi salarié, mais également d'être les premiers interlocuteurs des jeunes qui veulent aller à l'emploi indépendant. Cette approche-là qui est l'approche du produit minimum viable, qui permet aux entrepreneurs de démarrer avec beaucoup moins de ressources et d'aller tester, revenir, l'ajuster, retourner auprès de la clientèle potentielle. Donc, c'est le modèle itératif. Avec cette session de formation, les responsables des unités locales de promotion de l'emploi seront dotés de techniques et outils pouvant leur permettre désormais de mieux informer, orienter et accompagner les jeunes de leurs différentes localités à la formulation de projets susceptibles d'être soutenus par l'ADPME. La formation s'est bien passée, on a beaucoup appris. Il y avait des thèmes techniques en matière d'entrepreneuriat qui nous manquaient. Et avec cette formation, avec la formatrice bien sûr, elle nous a beaucoup expliqué, nous a beaucoup donné de précisions par rapport au coaching entrepreneurial qui pourront nous aider à relayer ces informations, faire ces jeunes-là, les motiver à entreprendre. Nos attentes ici, au niveau de la formation, c'est de pouvoir d'abord prendre tout ce qu'il faut comme technique, les outils qu'il faut pour nous aider à améliorer le travail sur le terrain. Et nous avons
Dieu seul sait, nous en avons reçu beaucoup. Et maintenant, c'est de pouvoir les mettre en pratique une fois de retour dans nos communes pour la bonne marche des choses. La même formation se déroulera dans les prochains jours et regroupera les ULPE des communes du centre et du nord Bénin. La direction générale de l'Agence béninoise pour l'environnement échange avec ses partenaires. Une soirée de l'environnement pour faire le bilan des réalisations. Nous ne faisons rien sans la police environnementale. Rien alors, rien du tout. Les universités travaillent beaucoup avec nous. Nous ne faisons rien sans les experts de l'université. On a eu hier à valider au Conseil des ministres le rapport sur le dragage de sable. C'est l'ABE qui était à l'origine de cela. Ici, c'est quelques indicateurs de performance. À cette soirée de l'environnement, l'importance des zones humides en milieu aride a retenu l'attention des partenaires de l'ABE. Au niveau des zones humides, nous pouvons aller pêcher, nous pouvons aller prélever telle ressource biologique, les plantes par exemple au niveau des zones humides pour la médecine. Ces zones humides vont recevoir la masse d'eau qui vient et ça permet de réguler les crues et les inondations. Vous avez aussi les services socio-culturels. On va au niveau des zones humides pour faire des baptêmes, pour faire des cérémonies à telle ou à telle autre divinité. C'est aussi très capital. Nous sommes dans une lutte pour la sauvegarde de l'environnement, surtout des zones humides, qui peuvent se dégrader s'il n'y a pas une réglementation. Depuis décembre 2022, l'Agence béninoise pour l'environnement dispose d'une antenne à Parakou afin d'être plus proche de ses partenaires et les populations du Nord Bénin. L'équipe rectorale de l'Université de Parakou célèbre la recherche scientifique, une première dans ce haut lieu de savoir pour mettre en lumière les travaux de recherche de ce parterre d'enseignants. L'instauration du prix d'excellence vise entre autres à rendre visible l'UP, l'Université de Parakou, et à faire d'elle un établissement supérieur de formation au niveau africain, crédible à travers la qualité de ses enseignants. Après 8 mois de travail méthodique, 3 enseignants, chercheurs et une meilleure femme scientifique reçoivent les prix d'excellence édition 2023. Si nous sommes embarqués dans les innovations au niveau de l'équipe rectorale, la présente cérémonie n'est qu'une dimension de ce que nous mettons dans le plan stratégique de l'innovation, de la recherche pour l'innovation. On remercie au passage tous les collègues qui ont contribué à ces réflexions. Donc ce n'est que la déclinaison de cet engagement de promotion de l'excellence. C'est une joie pour moi d'avoir été nominée par mes pairs comme la meilleure scientifique de l'année 2023. Je m'engage à continuer sur cette lancée, à mener des recherches qui portent haut le flambeau de l'Université de Parakou. Mes premières impressions sont celles de reconnaissance et de gratitude envers l'équipe rectorale qui a eu cette ingénieuse et noble initiative de promouvoir l'excellence parmi nous et aussi d'honorer les chercheurs qui font de leur mieux. Les perspectives pour cette initiative puisse se pérenniser, c'est que nous allons essayer d'avoir avec les structures en charge de la recherche et le ministère de l'enseignement supérieur un chronogramme pour que des budgets soient alloués à des programmes que les universités vont présenter. Et c'est la mesure et la comparaison des résultats obtenus par chaque université qui nous permettront, n'est-ce pas, de voir les meilleurs résultats par rapport aux objectifs qui sont fixés. Le prix d'excellence scientifique de l'Université de Parakou est décerné chaque 2 ans. Pendant 2 jours, ils ont appris à incorporer l'urée au fourrage asséché du fait du climat. Après la phase théorique à Parakou, la deuxième phase, celle-ci pratique, s'est déroulée à Bétero dans la commune de Tchaorou. Expérimentation dans la ferme de cet éleveur. Ici, nous sommes dans ma ferme que le projet Procès est en train de m'aider à installer les parcelles fourragères et surtout comment traiter ces parcelles fourragères. Aujourd'hui, la production naturelle est insuffisante. Et pour réussir à améliorer les fourrages qu'on a pris et qu'on a donc stockés, qui sont devenus très secs,
il faut des méthodes pour améliorer leur digestibilité, améliorer leur appétence, améliorer même leur valeur nutritive pour les animaux. Et là, l'une des pratiques qu'on utilise, c'est le traitement de la paille à l'urée. Le processus de traitement, il y a une formule simple qui est 5-50-100, 5-50-100, c'est-à-dire 5 kg d'urée à diluer dans 50 litres d'eau pour traiter 100 kg de paille. Ce traitement de paille à l'urée n'est utilisé que chez les ruminants. Les participants à cette formation prennent surtout l'engagement de tout mettre en œuvre pour impacter les éleveurs à la base. Cette formation va nous permettre de rassurer encore nos éleveurs par rapport à la sédentarisation en les accompagnant dans la production de l'alimentation. Nous allons les rassurer de la qualité, de la nécessité de faire le traitement de la paille à l'urée. Ça améliore la santé des animaux et permet quand même aux éleveurs d'avoir plus de rendement auprès de leur cheptel. Cette formation est organisée par le PROCER en collaboration avec l'ATDA 2 et vise à renforcer 126 campements pastoraux à travers 42 communes sur tout le territoire béninois. La question du développement reste la base de cette première rencontre du Conseil départemental de concertation et de coordination dans le COUFO pour cette première session au titre de l'année 2024. Et la commune de Toviklen a été félicitée et encouragée pour sa capacité de mobilisation des ressources propres. Il faut être soi-même, avant de tendre la main au gouvernement central ou aux partenaires techniques et financiers. Quand vous mobilisez bien vos ressources, que les gens vous respectent et viennent à votre secours. Voilà pourquoi nous avons retenu de récompenser, de reconnaître les efforts de ceux qui savent bien mobiliser les ressources propres, ceux qui savent bien améliorer leur cadre de vie. Le maire de Toviklen et son SE. Féliciter le maire de Diakotomé et son SE. Je félicite les autres maires aussi. Si aucune commune n'a démérité dans ce département, Toviklen ne compte en aucun cas céder sa place. C'est un atout pour nous. Et je voudrais remercier le préfet qui a pu quand même nous encadrer à pouvoir réussir à cette compétition. Parce que c'est à travers les réformes du secteur de la décentralisation que le chef de l'État, Patrice Talon, a pu engager dans le pays. Et en nous accompagnant les communes avec les SE. Et cela, quand même, nous a encouragés tous et nous avons pu se mettre à travailler la main dans la main afin de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Le point de l'exécution des recommandations issues de la précédente session, celui de la mise en œuvre du projet SWED dans le COUFO et la question des chargements opaques dans les communes du COUFO sont des sujets qui ont également retenu l'attention des membres du CDCC dans le COUFO pour cette première session au titre de l'année 2024. Déjà, ce qui nous a été présenté s'aligne sur les orientations stratégiques nationales et sur la politique d'action du gouvernement. Et nous avions essayé de prendre la mesure de tout ce qui est prévu pour notre département et tout ce qui sera fait pour une meilleure protection de l'enfance et de l'enfant. Nous avions été rappelés à nos devoirs, ce qui nous amène aussi à accompagner l'UNICEF pour et tout ce que cette institution fera et pour un mieux-être de nos enfants, un mieux-être de nos familles. Notre CDCC se trouvait alors le creuset idéal pour ce genre d'exercice. Et la seconde communication qui est en fait un exposé des différentes observations faites à mi-chemin dans le processus d'élaboration des PDC4 a permis aux uns aux autres de prendre la mesure de ce qui est fait et aussi de prendre des engagements fermes pour conduire le processus à terme. On sait que les PDCC, c'est un document aussi bien de stratégie, mais davantage de prospective. Et donc, c'est indispensable
pour les actions que les mairies, les communes devront mener ou initier. Les cadres communaux ont pris l'engagement quand même d'accompagner le cabinet pour que une nouvelle dynamique soit insufflée quand même à l'équipe qui a à charge l'élaboration de ce document et la conduite de tout le processus. Soutenir la structuration des opérateurs du secteur culturel et créatif en Afrique de l'Ouest, un défi majeur du programme Art in West Africa. Il se veut comme un appui à la professionnalisation des opérateurs culturels depuis 2020. Depuis 4 ans, nous avons développé un modèle entrepreneurial qui est fondé sur les valeurs sociétales africaines, ouest-africaines, qui s'appelle le Maya. Et donc tout au long de la chaîne de valeur pendant les 4 ans, nous avons conçu des formations. Véritablement, AWA a été un programme de compétitivité, mais aussi un programme de durabilité et de résilience. Je pense qu'il y a 12 bénéficiaires effectivement béninois. C'est un programme qui a contribué de manière diverse sur beaucoup de sujets, à la fois sur du renforcement de capacités et de la formation, mais aussi sur du soutien au projet. 12 bénéficiaires béninois dont les projets vont sans nul doute impacter le développement culturel du pays. Mais il est évident que cette sélection qui s'appuie sur des compétences locales va impacter les autres segments de la culture. C'est comme tout secteur de l'économie et de la société qui, lorsque elle est mieux cadrée, elle est mieux articulée par rapport à la finance, eh bien, peut générer non seulement des emplois, mais également de l'économie. Il va sans dire que le Bénin œuvre non seulement pour la visibilité des acteurs culturels de façon générale, mais aussi et surtout pour la rentabilité au plan économique de notre culture. Déjà, ce qui nous a été présenté s'aligne sur les orientations stratégiques nationales et sur la politique d'action du gouvernement. Et nous avions essayé de prendre la mesure de tout ce qui est prévu pour notre département et tout ce qui sera fait pour une meilleure protection de l'enfance et de l'enfant. Nous avions été rappelés à nos devoirs, ce qui nous amène aussi à accompagner l'UNICEF pour tout ce que cette institution fera et pour un mieux-être de nos enfants, un mieux-être de nos familles. Notre CDCC se trouvait alors le creuset idéal pour ce genre d'exercice. Et la seconde communication, qui est en fait un exposé des différentes observations faites à mi-chemin dans le processus d'élaboration des PDC4, a permis aux uns aux autres de prendre la mesure de ce qui est fait et aussi de prendre des engagements fermes pour conduire le processus à terme. On sait que les PDCC, c'est un document aussi bien de stratégie, mais davantage de prospective. Et donc, c'est indispensable pour les actions que les mairies, les communes devront mener ou initier. Les cadres communaux ont pris l'engagement quand même d'accompagner le cabinet pour que une nouvelle dynamique soit insufflée quand même à l'équipe qui a à charge l'élaboration de ce document et la conduite de tout le processus.